Bonjour à tous, bienvenue sur le Salon de l'Agriculture à la porte de Versailles à Paris pour le Salon de l'Agriculture, Salon international, le grand rendez-vous du monde agricole chaque année à Paris pour cette émission qui est diffusée en même temps sur les régions Auvergne, Rhône-Alpes et Alpes, c'est-à-dire les secteurs de Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble, de l'Allier à l'Ardèche, du Cantal jusqu'à la Haute-Savoie, où 43% du territoire régional est consacré à l'agriculture. On y compte 62 500 exploitations. L'agriculture, c'est un secteur en crise, on en a parlé dans nos journaux ces dernières semaines, ces derniers mois même. Certes, toute l'agriculture ne connaît pas la même crise, alors on a choisi de s'intéresser à ceux qui nous semblent particulièrement touchés, les éleveurs, avec peut-être un trait commun d'une partie à l'autre de la région, c'est-à-dire dans les secteurs de montagne. Pour co-présenter cette émission, à mes côtés, mon collègue Jean Perrier de Lyon. À mes côtés, pas tout à fait, puisqu'il est déjà dans le hall 1 avec une caméra HF. Il vous fera découvrir et rencontrer des acteurs présents sur ce salon de l'agriculture. Sur ce plateau, 3 invités. François Purseigle, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, professeur en sociologie à l'Institut national polytechnique de Toulouse. C'est l'école nationale supérieure agronomique. Et vous êtes aussi ingénieur en agriculture. De l'autre côté de la table, Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne. Vous êtes éleveur dans la Loire, vous nous expliquerez tout à l'heure quelle est votre activité. Et puis Yannick Fialip, vous êtes producteur de lait en Haute-Loire, président de la section laitière de la FRSEA Auvergne-Limousin, membre du Conseil économique et social régional, Auvergne jusqu'au 31 décembre et Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1er janvier. La nouvelle crise agricole révèle un modèle économique qui peut-être est à bout de souffle. Alors, François Purseigle, est-ce que ce modèle économique qui nous vient, allez, on va dire, du lendemain de la guerre pratiquement, tout à fait, est-ce qu'il est toujours d'actualité et pourquoi en arrive-t-on à cette crise? Votre regard, pas d'agriculteur, mais de sociologue, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Y a-t-il encore un modèle agricole à la française? C'est bien la question. Quand on observe de près, comme moi, les exploitations agricoles, on se rend compte en fait que les logiques qui sont à l'œuvre dans les espaces ruraux, dans les mondes agricoles, sont très éclatées. Les écarts de revenus sont très importants, sans précédent, je dirais. On a aujourd'hui tout à la fois des agricultures familiales qui prédominent, mais des agricultures en grande détresse, en situation de subsistance, à côté desquelles on trouve des agricultures beaucoup plus capitalistes, beaucoup plus capitalistiques même, au mode de gouvernance très différent de ceux qu'on a pu rencontrer jusqu'alors. Et puis, aujourd'hui, on voit bien que les politiques, les organisations professionnelles ont du mal à repenser ce que pourrait être un modèle agricole, c'est-à-dire un référentiel, un cadre dans lequel, et faut-il un cadre pour que les agriculteurs puissent effectivement évoluer. Vous avez interpellé directement vos 2 voisins, là, parce qu'eux représentent les organisations professionnelles, ils vous répondront tout à l'heure. Cette crise était-elle prévisible ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est entré en plein dans la globalisation. Et ce qui caractérise la globalisation, ce sont des incertitudes. Aujourd'hui, nous en connaissons et demain, on en connaîtra également encore. Et puis, il faut dire aussi que la crise, aujourd'hui, ce n'est pas simplement une crise économique, ce n'est pas simplement une crise conjoncturelle. C'est aussi, ce sont des controverses qui caractérisent l'ensemble des filières. C'est-à-dire que les agriculteurs sont controversés dans leurs pratiques professionnelles, et notamment les éleveurs. Peut-on, doit-on encore manger de la viande? Il y a des injonctions aujourd'hui émanant de la société qui déstabilisent profondément les éleveurs, les agriculteurs. Et donc, à la crise économique s'ajoute une crise sociale, sociétale. Et puis aussi, si les crises aujourd'hui se vivent mal, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes quant à la reprise, à la capacité des mondes agricoles à s'auto-reproduire, à trouver des repreneurs. Et on voit bien que, d'une certaine manière, et c'est peut-être une provocation que de dire ça, l'installation en agriculture ne va plus forcément peut-être de soi dans ce pays. Donc la question qui est posée, c'est veut-on encore aujourd'hui des agriculteurs dans nos sociétés? On va poser la question à vos 2 voisins. Pourquoi avez-vous choisi d'être agriculteur, Laurent Pinatel? Alors moi je suis agriculteur donc, dans le département de la Loire, à proximité de Saint-Étienne, sur une ferme où je suis en GAEC, donc associé avec ma sœur. Et puis on a 2 salariés sur la ferme, donc on a des vaches laitières, on a des vaches allaitantes, en agriculture biologique et une partie de transformation et laitière et viande. Donc moi j'ai choisi d'être paysan, donc au début j'étais paysan en association avec ma mère. J'ai choisi d'être paysan parce que j'avais envie de produire dans ce territoire-là, quoi.
Je ne me serais pas vu paysan dans un autre coin de France. C'est vraiment travailler avec la terre, travailler avec la nature, travailler avec les animaux, mais dans un endroit donné, quoi, dans mon pays à moi, j'allais dire, quoi. Même question à Yannick Fialip. Alors moi, je le dis souvent, j'ai 3 fiertés dans la vie. La première fierté, c'est ma famille. Et je pense qu'à partir de la famille, on peut construire des choses dans la vie. Deuxième fierté, c'est mon métier d'agriculteur. Ce métier, j'ai toujours voulu le partager, le faire, le réaliser, et j'ai toujours construit ma vie autour de ce métier. J'ai eu la chance de connaître une épouse qui partage le même métier que le mien, des enfants qui travaillent aussi sur la ferme, qui n'ont que 10 ans, mais ils viennent tous les jours, alors je dirais même pas travailler, partager notre passion. Et puis la troisième, c'est de pouvoir faire partie du syndicalisme et de la profession, et de pouvoir voir qu'on peut encore influencer les choses, et notamment sur l'avenir de notre métier. Donc je crois qu'il y a quand même des choses positives derrière ce métier-là, et le mot crise est important aujourd'hui, mais attention, on a un métier qui est de nourrir les populations, et c'est là-dessus peut-être qu'il faut se focaliser. On va dépasser ce mot crise, effectivement. Peut-être quand même, vous nous avez dit que vous travaillez avec d'autres personnes. Un des problèmes de l'agriculture aujourd'hui, c'est peut-être que certains restent isolés. Voyez ce reportage de Jean Perrier et Pierre Lachaud à propos des défis phyto, des gens qui cherchent à travailler en réseau autour d'une même problématique. 5 ans qu'il a intégré le réseau. Un peu par conviction, un peu pour voir. Aujourd'hui, c'est tout vu. Vous voyez, j'ai le stock, là, c'est ce qui était prévu normalement pour les traitements de 2015. Et j'ai tout ça en stock parce que je ne l'ai pas employé. Donc c'est tout bénéfice. Phytosanitaire, comprendre chimie lourde, mais c'est dur de faire sans. But de Réseau Défi, ici en viticulture, chercher la frappe chirurgicale. On est dans l'expérimentation volontaire, donc contraignante. Pour Maud, l'animatrice, c'est mieux quand les chiffres sont bons. Bon, il y a d'excellents résultats, en tout cas sur le bilan des 5 ans. Elle suit une douzaine d'exploitations qui ont toutes le même but. Mais c'est bien à elle de faire le lien entre 12 histoires aussi noueuses, ancrées, que pieds de vigne. Ça leur permet de voir qu'ils ne sont pas seuls à tester des techniques, des solutions qui permettent de réduire l'utilisation des produits phyto. Ça permet vraiment d'avoir une dynamique de changement à l'exploitation. Elle n'est pas seule, papa n'est pas loin. Mais même bardé de diplômes, ingénieur agro et œnologue, pour Audrey, moins de phyto, c'est déjà plus de réseau. Même à quelques kilomètres, on n'a pas forcément les mêmes problématiques. Même dans les échecs, des fois, on peut trouver des bonnes choses. Moi, j'ai essayé ça n'a pas marché, je te le conseille pas. Ou ça peut être aussi sur voilà, le matériel, sur l'enherbement, voilà, il y a plein de sujets. Le compteur tourne en même temps que l'idée fait son chemin. Ça s'appelle Réseau Défi, et c'est pas pour rien. Il faut aussi avoir une culture qui permette de valoriser aussi cet effort-là, en fait, réduire mon impact sur l'environnement et produire effectivement plus propre. Yannick Fialip, vous nous avez dit ma fierté c'est d'appartenir à un mouvement professionnel, d'un mouvement syndical. On est plus fort quand on y va ensemble, dans la demande, pour parler ensuite de la revendication, mais dans la demande en tout cas. Oui, et c'est souvent une force du monde agricole. Vous l'avez dit, je suis au Conseil économique et social. Et quand j'ai l'occasion d'échanger avec mes collègues qui viennent de l'artisanat ou de l'industrie, ils me disent que le monde agricole a cette force-là, d'être encore organisé. Dans les organisations syndicales, on démarre de la commune, du canton, du département, de la région jusqu'au plan national et voire plan mondial, européen bien sûr et plan mondial. C'est la même chose dans la coopération. Et cette force-là, il faut qu'on la garde. Parce que ça a été une force de développement du monde agricole. Et il faut qu'on essaie de partager la même vision demain de ce monde agricole. Et c'est là qu'on a un gros effort à faire pour faire partager cette vision à l'ensemble de la société. Et d'ailleurs, je le dirais, ce salon d'agriculture est l'occasion de le partager. Je suis content de voir qu'une majorité de Français se reconnaissent dans le mouvement des agriculteurs. Ce n'est pas parce qu'ils soutiennent à 100% les agriculteurs, c'est parce que derrière, aujourd'hui, la crise agricole, ils ont peur de voir disparaître un modèle d'alimentation qui était leur culture. Et ce plateau est là pour en témoigner. Quand je vois la diversité des produits, ça veut dire que les agriculteurs ont su façonner le paysage, mais aussi façonner notre alimentation. Et ils ont peur que demain, dans une centralisation, une globalisation de l'agriculture au plan mondial, on voit disparaître ces spécificités. Alors, vous parlez des spécificités, une tendance aussi qui est importante aujourd'hui auprès des consommateurs, ils nous le disent souvent dans nos reportages, c'est ils sont attachés à l'authenticité. Et ça pose la question de l'agriculture
environnementale, écologique, biologique, on l'appelle comme on veut. On retrouve Jean Perrier avec Anne-Claire Vial, présidente de la Chambre d'agriculture de la Drôme. Vous allez voir, ils vont nous en parler. Oui, Cyril, effectivement, avec la présidente de la Chambre d'agriculture de la Drôme. Ah, bonjour, Anne-Claire Vial. Bonjour. Mais vous êtes surtout la référente agro-environnement en Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que l'agro-environnement ? Eh bien, comme chacun l'entend, l'agro-environnement, c'est le mariage de l'agronomie et de l'environnement. L'agronomie, c'est la science de l'agriculture. Et puis, l'environnement, tout le monde le comprend. L'objet, c'est bien sûr de faire en sorte que les surfaces cultivées aient le moins d'impact sur le milieu naturel qui les entoure. Et ça, c'est un petit peu paradoxal parce qu'on pensait que l'agriculture était nécessairement environnementale. C'est pas forcément vrai. C'est même pas vrai. On ne va pas le dire de manière aussi simpliste. Ça ne l'est pas forcément, puisque nous savons tous qu'aujourd'hui, nous avons besoin de substances chimiques pour satisfaire à la fois la qualité que nous demandent aussi les consommateurs. Donc l'agro-environnement, c'est moins de produits chimiques ? Ça peut se résumer comme ça ? Pas que, mais c'est bien sûr l'axe fort aujourd'hui dans notre pays, c'est de diminuer les substances chimiques. Alors ça veut dire bien sûr diminuer l'usage d'herbicides, par exemple par des techniques culturelles. C'est la sélection variétale avec des espèces qui sont moins malades. Mais pas les OGM. Mais pas forcément les OGM, bien sûr que non. Et puis c'est aussi moins d'insecticides. Est-ce que ça veut dire que agro-environnement et agroécologie, c'est différent ? Agroécologie, c'est quoi ? C'est plus politique, là, en fait ? On peut peut-être le dire comme ça, c'est peut-être le mot aujourd'hui qui est plus à la mode, c'est l'agroécologie. Ce qu'il faut retenir quand même, qui nous intéresse beaucoup au sein du réseau des chambres, c'est que dans l'agroécologie, on produit plus et on produit mieux. Parce qu'il ne faut pas oublier l'enjeu alimentaire, il n'est pas que écologique l'enjeu, il est aussi alimentaire dans notre monde. Alors je vois qu'on a derrière nous des petits robots, des choses comme ça. Ça veut dire que la technologie peut se mettre au service de cette démarche et de cette révolution agronome ? Oui, ça c'est très important. Il faut le rappeler à l'ensemble des consommateurs qui bien souvent aujourd'hui ne voient pas l'agriculture sous cet angle-là. Donc ici vous avez par exemple un robot qui permet des techniques pour enlever les mauvaises herbes. Et donc, bien évidemment, c'est un appui à l'agriculture. En plus, il se guide tout seul. Et l'avenir, c'est ça. Est-ce que les politiques publiques sont suffisantes en la matière ? Je suppose qu'il faut des aides et il y a une vraie volonté publique. C'est pratiquement la démarche aujourd'hui officielle du ministère de l'Agriculture, l'agro-environnement. Oui, les politiques publiques, ça passe par des aides aux équipements. Voilà. L'agriculteur qui veut acheter une herseterie, par exemple, eh bien, c'est obtenir des financements parce que on imagine bien, c'est le même sujet que la voiture électrique, c'est plus cher. C'est une vraie révolution. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'ils sont difficiles à convaincre, les agriculteurs ? Non, je ne crois pas. Les agriculteurs sont les premiers demandeurs. Le vrai souci que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir des solutions. Voilà, entre l'envie de faire et avoir la solution qui correspond, c'est là aujourd'hui qu'il faut investir beaucoup d'argent public dans la recherche. Vous voyez, Cyril, hein, vous avez de quoi débattre. Hein. L'agro-environnement, la pierre angulaire de la révolution agro dont on parle sur le plateau. Laurent Pinatel, l'agro-environnement, le bio, c'est ce qui va sauver l'agriculture française ou il y a d'autres pistes à explorer ? Moi, je pense que c'est très réducteur que de dire l'agro-environnement et l'agriculture biologique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'agriculture se tourne vers de nouveaux horizons. L'agriculture, ça a été dit par François Purseg, comme elle a été développée depuis les années 60, on est allé au bout d'une logique productiviste, qu'on nous vend encore d'ailleurs, hein, ça a été dit dans le reportage, il faut nourrir la planète. On sait très bien que la planète peut se nourrir que si le support sur lequel on travaille, que si la nature, elle peut perdurer. Donc effectivement, il faudrait qu'à terme, on arrive à sortir l'agriculture de la chimie. Il faut remplacer la chimie par l'agronomie. C'est ce en quoi l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, travaille. C'est quelque chose d'important. D'abord parce que la chimie, les premières victimes de la chimie des pesticides, ce sont les paysans. Les premiers malades des pesticides, ce sont les paysans. Et ensuite, il faut absolument qu'on reproduise un système agricole en fonction de l'alimentation. Il faut que la politique alimentaire devienne et donne le là de la politique agricole et permette, avec du subventionnement, avec une distribution des aides différentes, permettre à l'agriculture de changer de cap, d'avoir des agriculteurs qui se retrouvent aussi dans leur métier un peu plus. Il y a quand même une crise d'identité aussi dans cette agriculture-là. Les gens, ils ont du mal à se reconnaître dans ce qui est devenu leur métier, dans ce qu'on leur a imposé de faire de leur métier. Il y a quand même ça, quoi. Les grands groupes, je pense notamment à certains grands groupes laitiers, par leur politique, la politique agricole commune européenne, ont
ont influencé l'agriculture et je pense que l'agriculture est là où on l'a menée. On va justement voir un exemple de gens qui, dans l'Isère, ont réagi, ils ont pris leur avenir en main. C'est un reportage de Cédric Le Poitvin et Franck Serroni. Pour la fabrication de ses yaourts, fromages et faisselles, Philippe Giraud a choisi du lait 100% local. Du lait de chèvre, de brebis, de vaches conventionnelles ou bio. En tout, 500 000 litres transitent par cette laiterie chaque année. Pour comparaison, un grand groupe laitier gère 2 millions de litres par jour. Les grands groupes ils fabriquent des produits qui sont beaucoup plus constants, beaucoup plus peut-être demandés par les consommateurs. Mais aujourd'hui, on a quand même un marché pour les produits locaux. Surtout dans la région qui est relativement riche et qui nous permet donc de développer ces produits. Et on a une attente des consommateurs. À quelques kilomètres de là, ce producteur a fait le choix du bio en 2000. Chaque année, il produit 400 000 litres de lait qui sont ensuite injectés dans la filière courte. Un pari plutôt pertinent selon lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à la crise que connaît la production laitière conventionnelle, on arrive à être relativement protégé par rapport à ça. On a un prix du lait qui est beaucoup plus stable. La consommation de lait biologique progresse régulièrement. En plus, le fait d'être dans un groupement de producteurs comme Biolait, on a la maîtrise de cet outil et on assume notre destin plutôt que de subir, quoi. Son lait bio est ainsi racheté un tiers plus cher que le cours du marché actuel. Il est ensuite valorisé comme dans la laiterie voisine. Le lait de montagne aussi est plus compliqué à travailler. On travaille dans la pente, on travaille avec une météo qui est différente. Les prairies sont quand même moins abondantes que ce qu'on peut trouver dans la plaine. Donc tout ça, il faut le valoriser. De cette manière, Christian, le producteur, parvient à se dégager une rémunération correcte. Il contribue aussi au développement d'une petite économie locale plutôt stable et bien rodée dans le Trièves. Alors on a vu l'exemple de gens qui ont recentré leur activité. Ça pose la question de la mondialisation. On poursuit ce panorama à la fois avec nos invités mais aussi avec vous, Jean Perrier, en direct depuis le Salon de l'Agriculture. Ça pose la question de la mondialisation, je disais, à la fois en termes d'énergie et d'apport protéique, c'est-à-dire ce qu'on donne comme aliment aux animaux qui sont dans la ferme. Oui, effectivement, Cyril, je suis avec le président de la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, mais il est surtout éleveur, Gilbert Guignan. Bonjour. Bonjour. Et alors vous préconisez l'autonomie en ce qui concerne notamment l'alimentation des troupeaux. Qu'est-ce que vous entendez par autonomie? L'autonomie, ça veut dire produire le maximum de denrées, de fourrage grossier ou des complémentaires sur son exploitation pour être moins dépendant des importations, notamment en matière de protéines, d'Amérique, notamment les soja. Les fameux tourteaux. Les fameux tourteaux de soja. Et on peut se faire ça facilement? C'est quoi alors? Comment on fait? On peut améliorer, il faut qu'on cultive l'herbe, qu'on restocke l'herbe comme il faut, à des bonnes périodes, parce que l'herbe a une valeur en protéines qui est intéressante, et il faut surtout qu'on améliore la recherche génétique sur les productions, sur les variétés d'herbes, telles la luzerne, le régras, le trèfle. C'est ça le travail qu'il faut qu'on mène. On a l'impression qu'on redécouvre la roue quand vous dites qu'il faut cultiver de l'herbe. Oui, parce que le maïs a pris une telle place dans l'alimentation animale qui n'est pas parfaite. Aujourd'hui, il faut recommencer à cultiver l'herbe pour pouvoir ne plus être dépendant des Américains par les tourteaux de soja. L'idée de base, c'est quand même aussi de produire mieux, mais de produire peut-être moins cher, augmenter sa marge. Tout à fait. Il faut peut-être produire un peu moins, mais améliorer les marges, baisser ses coûts de production, et c'est comme ça qu'on améliorera notre revenu. Merci Gilbert Guignan. Vous le voyez Cyril, hein, l'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a la mondialisation d'un côté, mais il y a de l'autre côté peut-être une forme de recentrage sur ce qui fait tout simplement l'agriculture, ce qui a fait l'agriculture de toujours. Yannick Fialip, vous reconnaissez dans cette nouvelle agriculture qui doit se recentrer, comme viennent de le dire nos intervenants? Alors je crois que l'agriculture, c'est toujours adapté. Il faut arrêter de penser que les agriculteurs, on les a envoyés dans une seule voie et en disant qu'il faut toujours faire la même chose. Je regarde mon exploitation, mon grand-père l'exploitait auparavant, il ne faisait pas la même chose que faisait mon père, et je ne fais pas la même chose que fait mon père, et je ne ferai certainement pas la même chose. Mon fils, s'il reprend l'exploitation, il ne fera pas la même chose que moi. Donc l'adaptation, elle est permanente. Premier élément. Deuxième élément, il faut savoir que quand même, on part d'un principe où sur ce continent européen, on a privilégié la voie d'avoir une alimentation la moins chère possible. Ce qui conduit aujourd'hui, je le dis, que le consommateur européen, le citoyen européen, a la chance d'être sur le continent
où on consacre le moins d'argent pour s'alimenter en rapport à son niveau de vie. C'est-à-dire que sur 100 € qu'on gagne, on consacre 10 € pour s'alimenter. D'autres continents sont à 15, voire 20, voire 30 €. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, ça a été la logique de la dernière politique agricole commune. On baisse les coûts de l'alimentation pour que l'ensemble des citoyens européens aient une alimentation la moins chère possible. Alors ça a des revers. Premier revers, on est sur un continent où on gaspille 30% de l'alimentation qui arrive dans les assiettes. Je suis sûr que c'est dû au coût. Si l'alimentation était plus chère, peut-être qu'on en gaspillerait moins. Deuxième revers, on a fait pressuriser les agriculteurs en termes de revenus et de performance économique pour arriver à cette alimentation moins chère possible. Et aujourd'hui, malheureusement, et c'est là que j'en veux à l'Europe, on est des Européens convaincus, nous, agriculteurs. Mais la seule Europe qu'on nous propose aujourd'hui, c'est de mettre en compétition les différentes agricultures européennes. Ceux qui ont des normes sociales à bas coût avec ceux qui ont des normes sociales à coût plus élevé. On ne résistera pas dans cette politique-là. Et donc, notre voie aujourd'hui, c'est de repenser ce modèle-là, c'est de repenser la voie européenne. Il y a des solutions qui sont à court terme pour régler le problème dans l'embargo russe. Ça devrait déjà être fait. Je ne sais pas comment la Commission européenne a pu se mettre dans l'entonnoir avec la Russie. 2, il y a des solutions liées au coût de l'alimentation. Si on a voulu une alimentation la moins chère possible, c'est qu'on a voulu qu'il y ait des populations qui sont à des faibles niveaux de revenus pour avoir accès à cette alimentation. Mais il faut peut-être faire comme d'autres continents, avoir accès à des bons alimentaires qui permettraient à ces populations d'avoir accès à l'alimentation. Et si on donnait des bons alimentaires, on permettrait à cette population de pouvoir acheter des produits alimentaires, mais aussi de relancer l'économie locale alimentaire, et qui éviterait que quand on distribue aujourd'hui de l'argent public, ça aille financer peut-être le développement en Chine. Voilà des solutions à court terme. Alors on va voir d'autres agriculteurs qui ont cherché eux des solutions et puis je vous ferai réagir Laurent Pinatel ensuite. Là vous avez parlé du consommateur, on va voir comment eux s'y sont pris pour la commercialisation de leurs produits. Reportage de Christian Darneville et Arthur John dans l'Allier, je vous le disais. Je me rappelle des réactions des bouchers qui disaient qu'on allait prendre leur place. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça peut quand même aider certains éleveurs, des éleveurs à un peu mieux s'en sortir. Mieux s'en sortir, c'est aussi ce qu'a voulu Lionel Thomas en GAEC avec son frère. Dès son installation il y a 13 ans, il adhère au groupement de producteurs de Chambérat, créé par Jean-Louis Grener, Alain Lopiteau et quelques autres. Intégrer le GIE, ça a été déjà pour essayer de mieux valoriser nos bêtes, et surtout en période de crise, de manière à maintenir un niveau de prix rémunérateur, on va dire. L'idée, c'était de raccourcir les circuits déjà, de vendre sur le secteur de production, d'engraisser et de consommer la viande sur le secteur de production. La vente en circuit court, une idée répandue aujourd'hui, moins évidente à la fin des années 80 lorsqu'il commence. Avec os ou sans os ? En 91, ils sont une quinzaine à se réunir et créent un groupement d'intérêt économique. Ils établissent un strict cahier des charges de la production, font construire un atelier de découpe et embauchent 9 personnes pour commercialiser directement leur viande. Les gens veulent savoir d'où vient l'animal. Donc là, sur les étiquettes qui vont être collées sur le paquet de viande, c'est une vache. Et le type racial, donc c'est une vache de race à viande. On peut retrouver l'éleveur, oui, tout à fait. Oui, avec la traçabilité, le numéro, on a un numéro qui correspond à chaque éleveur, on peut retrouver l'éleveur. L'aventure a commencé à 15, aujourd'hui ils sont une vingtaine, persuadés de l'efficacité du système. Notre but, c'est pas de croquer ou d'être encore plus grand. Bon, après, c'est des marchés bien ciblés, mais bon, le but, c'est pas de se développer encore plus, quoi. Le but, c'est de bien maintenir déjà notre activité et de la valoriser au maximum, quoi. Non, jambon, oui. D'accord, oui, c'est pas gras, c'est en morceaux. 40% des clients sont des particuliers, le reste des collectivités, collèges, lycées, cantines municipales, maisons de retraite ou comme ici, établissements spécialisés. La taille du GIE lui permet de s'adapter à toutes les demandes. Ah, voilà du rôti de porc avec de la ratatouille, maison à la ratatouille. Ce qui nous paraissait intéressant pour, d'une part, la qualité des produits de proximité, avec une souplesse sur les jours de livraison en particulier, sur les quantités et sur les conditionnements des produits. Aujourd'hui, vendre à des collectivités, ça a plusieurs points forts. C'est revaloriser des morceaux qui ne sont pas revalorisés dans le commerce. Et en même temps, c'est surtout une revalorisation auprès de l'éleveur. Il ne faut pas oublier qu'un bovin, c'est pas une pomme. Ça a plusieurs morceaux qui sont vendus à différents prix.
Cet équilibre des ventes entre collectivités et particuliers permet aux GIE d'être rentables et aux éleveurs de dégager une marge. Ils vendent leurs bêtes en moyenne 30 centimes de plus le kilo carcasse par rapport au prix du marché. La demande ne faiblit pas, alimentée par chaque nouvelle crise. Ces précurseurs souhaitent maintenant partager leur expérience avec d'autres. Pendant ce reportage, je vous ai vu réagir tous les deux, Laurent Pinatel et puis peut-être François Purseigle pour commencer. Oui, ce reportage témoigne d'une chose, c'est qu'une partie des solutions se trouve aussi dans les entreprises agricoles, dans les exploitations familiales. Une partie de ces solutions renvoie aussi à une mutualisation des outils de production, à de l'imagination qui se doit d'être en marche et qui est déjà en marche d'une certaine manière, autour de nouvelles formes de financement, de commercialisation, avec de nouvelles façons de penser l'action en commun, penser les alliances. C'est peut-être aussi ça une des solutions pour sortir de la crise. Et on ne peut pas parler d'une crise, mais de plusieurs crises. Donc il y a des solutions pour des marchés qui sont très différents. Laurent Pinatel, vous nous avez dit, je vous ai dit, vous êtes agriculteur, vous m'avez répondu, je suis paysan. Vous êtes aussi chef d'entreprise. Oui, bah évidemment, du moment qu'on gère un chiffre d'affaires, du moment qu'on gère, comme chez nous, des salariés, on peut se revendiquer chef d'entreprise. Après, moi, je connais peu de chefs d'entreprise qui gagnent aussi peu que certains paysans. Donc, il faut se méfier des mots et ce qu'on met derrière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un système agricole où on ne peut plus continuer à standardiser les goûts. Vous avez sur la table l'expression des territoires, l'expression des terroirs. Et je crois que la production agricole, c'est ça. Aujourd'hui, on en est arrivé à des systèmes de production agricole où le lait il a le même goût en Bretagne et le même goût dans certains coins du Massif central. Il faut vraiment retravailler sur les laits montagne, sur les laits à l'herbe, sur les spécificités de chaque région pour les valoriser. Enfin, Laurent Wauquiez était là l'autre jour. Il a dit qu'il voulait à terme avoir 70% de produits locaux dans les cantines de la région. Vous êtes d'accord avec lui ? C'est une très bonne initiative, bien évidemment. Il faudra par contre aussi mettre des outils économiques pour permettre aux paysans, aux agriculteurs, on les appelle comme on veut, de transformer leurs produits. Ce sont des abattoirs. Il va falloir donc, pour aller sur la problématique abattoir, lutter de façon assez féroce contre l'extrême démagogie et l'extrême violence des végans, des gens qui disent tout et n'importe quoi sur un métier qu'ils ne connaissent pas. Mais il va falloir qu'on ait, nous, des outils de proximité. Parce que si on veut accompagner dignement nos animaux jusqu'à la mort, il va falloir qu'on ait, près de chez nous, des outils économiques de transformation pour produire de l'alimentation pour les collectivités locales. Et de traçabilité. Yannick Pialip. Oui, alors c'est vrai qu'avec mon collègue Laurent, on est assez d'accord, on se rejoint là-dessus. Tant mieux. Le lait montagne, on a travaillé, on a lancé une marque qui s'appelle Mon Lait, on s'est regroupé 1000 producteurs sur le Massif central. Sur le lait à l'herbe, on tense les entreprises aujourd'hui. Rendez-vous compte, aux Pays-Bas, la filière laitière s'est mis autour d'une table, a dit au consommateur, qu'est-ce que vous voulez? Le consommateur, il a dit, moi je veux voir des vaches pâturées. Combien ça vaut? 15 € la tonne. Il renvoie 15 € les 1000 litres, donc aux producteurs, juste pour financer cela, c'est-à-dire pratiquement 5% du prix. Quand en France, on n'arrive pas à revaloriser le prix de 2-3%. Donc on arrive à trouver des solutions. Après, sur la consommation hors foyer et le local, il y a des éléments à faire, mais on va être très clair avec le président de la région. On va lui dire, oui, on y va. Par contre, ça veut dire d'investir aussi dans des cuisiniers et des intendants dans les cantines. Parce sensibiliser. Non, sensibiliser, mais aussi investir. C'est-à-dire, si vous voulez acheter des produits locaux, ça veut dire d'avoir des repas qui vont être saucissonnés. Vous n'aurez pas la grande entreprise qui va vous faire le repas de l'entrée au dessert tout cuit. Et donc, il faudra des cuisiniers derrière. Donc, c'est un coût supplémentaire. Mais là-dessus, c'est un vrai débat. Je finis juste là-dessus. Est-ce que c'est normal dans ce pays, pour ce qu'on a de plus cher, nos enfants, on n'y consacre que guère plus de 3 à 4 € par jour pour s'alimenter à la cantine? C'est une vraie question de société. On y répondra dans la deuxième partie de La Voix est libre. Tout de suite, le journal de la mi-journée dans vos régions, à Lyon, Clermont-Ferrand et à Grenoble. Pour vous, le plus important, c'est la santé. Et pour lui, c'est vous. Ultima, une alimentation selon l'âge et le mode de vie de chaque chat stérilisé. Moi, ce que j'aime en Bretagne, c'est qu'on est complètement à l'ouest. Du coup, le soleil se couche 1 heure plus tard, et nous aussi. Viens en Bretagne. Envie de fuir le froid, d'être ailleurs, de vivre de nouvelles aventures, de partir à la dernière minute? Avec accorhotel.com, un seul clic et c'est comme si vous y étiez déjà. Zéro mauvaise surprise, zéro stress. C'est exactement comme vous l'aviez imaginé, mais en mieux. Et le meilleur prix est garanti dans tous nos hôtels. Accorhotel.com, dès le premier clic, vous êtes chez nous.
Ce mois-ci, Top Santé prend soin de vous. Exclusif, perdez une taille durablement avec une nouvelle méthode inédite et reconnue dans le monde entier. En finir avec les rhinites allergiques, c'est possible avec les médecines douces. En cadeau, votre nouveau Vital Food Masseur avec ses recettes sans gluten. Et en plus, l'électrostimulateur à prix mini. Top Santé, numéro 1 des magazines santé. Les huîtres, moi je les préfère en hiver. Mais non, c'est toute l'année. De Bretagne en tout cas. Des creuses de toute façon. Et les belons alors? Moi, c'est dans les grandes occasions. Mais non, en terrasse avec des amis. En fait, les huîtres, c'est comme on veut. Les huîtres de Bretagne, elles mettent tout le monde d'accord. Envie de fuir le froid, d'être ailleurs, de vivre de nouvelles aventures, de partir à la dernière minute? Avec accorhotel.com, un seul clic et c'est comme si vous y étiez déjà. Zéro mauvaise surprise, zéro stress. C'est exactement comme vous l'aviez imaginé, mais en mieux. Et le meilleur prix est garanti dans tous nos hôtels. Accorhotel.com, dès le premier clic, vous êtes chez nous. I've been thinking about you, beep bum, beep bum, beep bum. Something swinging about you, beep bum, beep bum, beep bum. I'd like to fly away with you, beep bum, beep bum. Well, knock me down and take my money if I never get to kissing you. Toujours un temps d'avance pour vous rendre service. Et avec service 24 heures garantie, Orange remplace votre équipement en 24 heures. Orange. Ici, ils sont heureux. Ils profitent de leurs nouveaux équipements gaz naturel. Ils ont amélioré le confort de toute la maison. Mais pour lui, à part une bonne douche, on ne pourra pas faire grand-chose. Vous aussi, quel que soit votre fournisseur, bénéficiez de remises exceptionnelles sur vos équipements gaz naturel avec les partenaires GRDF. Et rencontrez-les partout en France pendant la quinzaine du gaz du 14 au 27 mars. Plus d'informations sur laquinzaine-du-gaz.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bonjour à tous, on débute ce Flash Info avec les suites de l'affaire Prénat, ce prêtre soupçonné d'abus sexuels sur de jeunes scouts. Une enquête préliminaire a été ouverte pour non-dénonciation de crime contre le cardinal Barbarin et 5 autres personnes. Les victimes veulent dénoncer l'attitude de l'Église qui savait mais qui n'a rien dit. Laurent Mazurier. Un cardinal dans la tourmente. Monseigneur Barbarin est donc bel et bien dans le viseur de la justice. L'archevêque de Lyon est soupçonné de ne pas avoir dénoncé les agissements d'un prêtre de son diocèse, le père Prénat, mis en examen pour des agressions sexuelles commises sur des jeunes scouts entre 1986 et 1991. Ce matin, François Deveau ne cachait pas sa satisfaction. C'est lui, le président de l'association des victimes La Parole Libérée, qui a été auditionné hier par la police judiciaire et qui a déposé plainte contre Monseigneur Barbarin et contre 5 autres responsables de l'Église. Cette enquête préliminaire, ouverte par la justice, est la première victoire de son long combat contre le silence et l'oubli. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si en 2007-2008, Barbarin avait rempli son devoir de dénoncer auprès de la justice ces faits d'agression sexuelle, il n'y aurait pas 4 victimes dans ce dossier Prénat, mais il y en aurait plusieurs dizaines. Et ce ne serait pas seulement des faits d'agression sexuelle, mais ce serait aussi des cas de viol. Donc ces gens-là ne seront jamais reconnus comme victimes par la justice française. Dans un communiqué publié hier soir sur le site internet de l'évêché, Monseigneur Barbarin se défend, assure qu'il n'a jamais couvert aucun fait de pédophilie. Il rappelle qu'il n'était pas archevêque de Lyon à l'époque des faits. Il précise que le père Prénat a été suspendu avant même la première plainte d'une victime devant la justice. Et l'archevêque d'appeler à la prudence et à la sérénité, un vœu pieux quand on sait qu'il est l'un des plus hauts dignitaires de l'Église catholique en France. On a également appris la mise en examen d'un frère dominicain du couvent de la Tourette dans le Rhône. Il est soupçonné d'agression sexuelle sur un mineur de 14 ans. Attention, si vous devez prendre la route, il a beaucoup neigé cette nuit en Isère et en Savoie et Haute-Savoie. Ces 2 derniers départements sont toujours en vigilance orange pour le risque d'avalanche. Alors, prudence, d'autant plus que vous risquez d'être nombreux sur les routes des stations alpines. La journée est classée orange en Rhône-Alpes.
Un mot de sport pour terminer avec du basket et la victoire de l'Asvel. Enfin, les Villeurbanais ont largement battu hier soir à Orléans à l'Astrobal 79-57. Dès le début de la rencontre, Villeurbanne a su imposer son jeu et mener de 20 points à la pause. Une deuxième victoire d'affilée qui permet à l'Asvel de prendre la 6e place de la Pro A. Tout de suite, La Voix est libre continue avec Cyril Jeunet, Jean Perrier et leurs invités au Salon de l'Agriculture. À ce soir à 19h. Très bel après-midi à tous. Deuxième partie de cette Voix est libre consacrée à l'actualité de l'agriculture en Auvergne et Rhône-Alpes. Avec nos 3 invités, François Purcell, on a déjà discuté plus de 25 minutes ensemble. Alors je raccourcis, vous êtes enseignant, chercheur, sociologue et spécialiste de l'agriculture. Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne. Et de l'autre côté de la table, Yannick Fialip, éleveur, porte-parole, non pas porte-parole, vous êtes président de la FRSEA Auvergne-Limousin, producteur laitier et membre du Conseil économique et social. Et puis avec moi pour présenter cette émission, mon confrère Jean Perrier qui est dans le hall 1 du Salon de l'Agriculture en charmante compagnie. C'est ce qu'on voit. On va appeler cette deuxième partie d'émission, mais troisième volet de notre émission, cette agriculture, comment vous l'imaginez, comment vous la rêveriez? Peut-être Yannick Fialip, qu'est-ce que vous aimeriez voir aboutir comme agriculture pour les 5-10 prochaines années? Alors, excusez-moi de reprendre un peu ma casquette syndicale, mais déjà, c'est de régler le problème actuel. Parce que faut savoir que l'agriculture se restructure en permanence. On était malheureusement sur un rythme de restructuration entre 3 et 5% par an. C'est difficile à gérer, c'est-à-dire c'est souvent des départs à la retraite qui ne sont pas compensés par des installations. C'est difficile à gérer. Avec des crises comme on vit, on peut monter à des taux de restructuration de 10, 15, 20% par an. Et là, c'est là qu'on aura un vrai problème. Parce qu'on aura des vraies faillites et des agriculteurs qui ne pourront pas subvenir à leurs besoins, même familiaux. Donc il faut qu'on trouve une solution déjà à court terme. Donc déjà, c'est de rêver, la première rêve qu'on fait, nous agriculteurs, c'est de vendre nos produits à une plus juste valeur. Et il ne faut pas grand-chose, je le dis aux consommateurs qui nous écoutent. Sur le litre de lait qu'ils achètent régulièrement au supermarché, ils mettent 5 centimes de plus que ce qu'ils mettent aujourd'hui, ils règlent le problème du revenu des agriculteurs. Alors je pense que c'est déjà cela. Le premier rêve, c'est d'augmenter le prix des produits payés aux producteurs. Laurent Pinatel, votre rêve pour l'agriculture? Nous, à la Confédération paysanne, on n'imagine pas une agriculture produisant des biens alimentaires de qualité sans paysans nombreux. Donc un des gros enjeux, c'est ça. C'est de se réapproprier, d'arriver à réinstaurer au niveau de l'échelle et de l'espace économique européen une politique de l'alimentation, une politique pour les peuples et pour les citoyens. Aujourd'hui, on est dans une politique pour l'économie. Mon collègue parle de payer plus de lait aux consommateurs, qui aura une influence sur le producteur, ce qui est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des grands intervenants dans la filière laitière. Je pense à Emmanuel Beignet de Lactalis, qui est une des plus grosses fortunes de France. Emmanuel Beignet, il ne fait que du lait. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se gavent sur le dos des paysans. Et il va nous falloir, à nous, paysans, que le gouvernement nous donne les moyens législatifs de peser dans les négociations commerciales. Il faut qu'on nous autorise à nous regrouper de façon beaucoup plus nombreuse dans les organisations de producteurs pour peser sur les négociations commerciales et avoir une agriculture qui corresponde aux grands enjeux sociaux et sociétaux, c'est-à-dire produire, bien évidemment, employer, créer de l'emploi et puis préserver l'environnement et l'alimentation dans laquelle on évolue, le système dans lequel on évolue. Vous avez tendu la perche aux sociologues. Vous avez écrit, vous, François Purcell, en 2014, avec d'autres auteurs, un livre qui s'appelle « L'agriculture en famille, travailler, réinventer, transmettre ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire par « réinventer » ? Réinventer parce que les canaux d'entrée dans le métier ne sont plus les mêmes. Je parlais tout à l'heure d'une crise de l'autoreproduction dans ce milieu-là. Vous avez aujourd'hui 30% des agriculteurs qui s'installent, qui ne sont pas issus du milieu, même s'il faut faire attention, en fait, les vrais néo-paysans, ils sont à peu près 10%. Donc il y a des choses qui se réinventent en matière d'entrée dans les métiers. Et puis on voit aussi que l'agriculture est le fruit de 2 processus. Un processus de financiarisation, d'abstraction qui conduit au renforcement du pôle de l'agriculture de firme. Donc ça, c'est un phénomène majeur du XXIe siècle. Et puis à côté de ça, un phénomène de paupérisation des agricultures. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si on veut des agriculteurs, il faut le dire, avoir des agriculteurs sur le territoire, ils sont 1 million d'actifs. Cette population agricole active est d'1 million. Mais il a fallu le vouloir à un moment donné pour avoir encore ce million d'actifs. Le veut-on encore aujourd'hui? C'est une vraie question. Pourquoi? Parce qu'à l'horizon 2020,
on estime qu'on n'aura plus que 320 000 chefs d'exploitation. L'agriculture familiale, elle ne va pas de soi. C'est aussi le fruit d'une volonté, d'une construction politique et d'une construction professionnelle. On va voir un exemple justement d'une famille qui avait ce problème financier pour assurer la transmission. Regardez le reportage d'Hugo Chaplon et de Stéphane Yvon. Marie-Noël et Marcel ont travaillé 30 ans dans cette ferme au cœur des Baronnies. On n'avait pas l'argent pour payer les frais de succession. Donc c'est une des raisons pour laquelle on a demandé à Terre de Liens de racheter la ferme. Et l'autre raison, c'est qu'on ne voulait pas rester propriétaire. C'est donc l'association Terre de Liens qui devient propriétaire de la ferme. Une ferme qu'elle loue aujourd'hui aux enfants du couple retraité. Une manière de pérenniser l'activité sans se ruiner. Vu les sommes engagées, qui aurait été capable de s'installer en tant que fermier sur cette ferme? Qui, du mécénat, racheter une ferme? Non, c'était pas possible. Et voilà, c'était voué à finir en projet immobilier quelconque. Aujourd'hui, l'association et sa fondation sont propriétaires de 85 exploitations réparties sur l'ensemble de l'Hexagone. Un patrimoine qui représente plus de 33 millions d'euros et 15 fermes supplémentaires sont en cours d'acquisition. Alors une précision, pour rentrer dans le système Terre de Liens, il faut vouloir faire de l'agriculture biologique. Ils sont Terre de Liens sur le salon de l'agriculture. Ils existent depuis 2003, mais vous allez voir, ils ne sont pas venus pour rien. On retrouve Jean Perrier et un nouvel invité. Oui, Cyril, effectivement, sur le stand de Terre de Liens avec son président, René Becker. René Becker, bonjour. Alors derrière nous, tout de suite, ce compteur-là qui tourne, qu'est-ce qu'il dit, ce compteur? Alors ce compteur, il est en train de vous montrer, au moment où nous parlons, les terres qui disparaissent sous du béton, des autoroutes, des infrastructures, donc la terre agricole qui disparaît. Mais le chiffre est impressionnant. Oui, depuis le début du salon, vous voyez 493 hectares qui ont été bétonnés ou qui ont disparu. Ça dit tout ça de la pression du foncier sur l'agriculture? Ça dit de la rareté de la terre agricole et on n'a pas conscience à quelle vitesse elle disparaît. C'est quand même un département tous les 8 ans si on continuait comme ça. Et on continue comme ça? Pour l'instant, on continue comme ça. Et vous œuvrez justement pour Terre de Liens infléchir? est un petit acteur, parce qu'il faut être modeste, mais qui essayons d'enrayer un peu les disparitions de terres agricoles. Vous avez une carte là-bas qu'on pourra regarder tout à l'heure. On a acheté 120 fermes depuis une dizaine d'années pour installer plus de 200 paysans sur ces terres. Vous dites bien installer. Il s'agit d'installer ou ça peut être du maintien? Nous achetons. Alors il y a des cas de maintien lorsque la personne ne souhaite pas garder les terres ou des terres sont à vendre. Si vous êtes fermier, vous ne voulez pas acheter les terres, nous pouvons intervenir, acheter le foncier, le sécuriser et le paysan n'a pas besoin de s'endetter pour rester sur sa ferme. Parce qu'effectivement, le coût du foncier peut peser sur les résultats d'agriculture. On sait que souvent, dans les installations, c'est un vrai problème et c'est souvent là aussi que se joue la crise en agriculture. Aujourd'hui, quand on est jeune, quand on n'est pas fils de paysan, quand on n'a pas d'héritage, quand on veut s'installer, c'est la croix et la bannière. Il faut s'endetter toute la vie pour... Et l'agriculture ne paye pas aujourd'hui avec des fruits, des légumes, du lait ou du fromage, le prix des terres, du matériel, du cheptel et tout ça. Or pourtant, la culture est forte de vouloir avoir ces terres. La moitié des paysans en France sont fermiers, ne sont pas propriétaires, il ne faut pas oublier ça. On n'est pas en Angleterre. On n'est pas en Angleterre. Non, il y a des gens qui souhaitent être propriétaires, ils s'endettent, ça c'est leur affaire. Mais nous proposons de libérer la terre de la pression foncière pour que le paysan n'ait pas à s'endetter justement. Et si vous êtes au salon, c'est aussi une chance. Vous avez signé une grosse convention avec la Caisse des dépôts et c'est à la fois une reconnaissance financière et une reconnaissance de l'objectif et des missions que vous vous êtes imposées. Samedi, cette année, nous venons au salon pour la première fois. Au bout de 10 ans, on a fait un peu nos preuves, qu'on n'était pas juste dans le discours. On a réellement acheté toutes ces fermes, on a réuni 50 millions d'euros de capital et l'entrée de la Caisse des dépôts dans le capital est pour nous une reconnaissance institutionnelle très importante. René Becker, merci. Et on se rend compte que pendant les 3 minutes qu'a duré notre discussion, le compteur, il a sacrément tourné. Et ça, Cyril, c'est forcément un indicatif fort de la déprise agricole qui doit interpeller vos invités. Effectivement, Jean, ça interpelle François Purseigle. Oui, il est vrai que tous les ans, vous avez à peu près 1 million d'hectares qui repartent sur le marché foncier. Vous avez de l'artificialisation qui représente à peu près 100 000 hectares en moyenne tous les ans. Mais vous avez que seulement 400 000 hectares qui partent à l'installation et 500 000 hectares qui partent aussi à la concentration, c'est-à-dire à l'agrandissement des systèmes d'exploitation. Donc, certes, il y a de l'artificialisation, mais il y a aussi de la concentration. Alors, on en pense ce qu'on veut. Parfois, elle est justifiée, cette concentration. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi de la concentration des systèmes d'exploitation. Autre élément
élément que je voulais souligner, c'est le fait que vous avez de nouveaux dispositifs d'entrée dans les métiers et de financement de l'activité agricole, vous avez Terre de Liens, mais d'autres choses sont aussi à inventer. Les coopératives doivent se positionner aussi pour mettre en place de nouveaux dispositifs de portage du foncier, de financement participatif. Les collectivités aussi territoriales doivent s'engager davantage dans la mise en place de couveuses, de pépinières d'entreprise, de coopératives aussi d'installation, notamment dans le secteur de l'élevage. On parle souvent des couveuses et des pépinières d'entreprise en maraîchage, mais je pense qu'il y a plein de choses à inventer dans le secteur de l'élevage pour faciliter l'entrée de capitaux externes selon des chartes éthiques bien entendu, respectueuses des territoires. Laurent Pinatel, justement, là-dessus. Oui, complètement. Sur l'artificialisation des terres, je rejoins tout à fait François Purseg sur l'aspect de l'agrandissement de certaines exploitations qui deviennent quelque part, dans certains cas, prédateurs de l'installation. Dans certains cas, c'est nécessaire de conforter des exploitations qui en ont besoin d'agrandir leur surface économique pour vivre. Et puis après, il y a quand même les politiques territoriales. Par exemple, on parlait de Laurent Wauquiez tout à l'heure. On ne peut pas, dans un même temps, dire je vais soutenir l'agriculture en mettant des produits locaux dans la cantine et dans un deuxième temps détruire l'agriculture en soutenant le projet par exemple d'A45 entre Lyon et Saint-Étienne ou le projet du Lyon-Turin sur la partie ferroviaire. Il y a quand même une responsabilité forte des élus de ne pas considérer l'activité agricole comme étant la variable d'ajustement de l'appétit de l'urbanisme, des routes, des infrastructures routières et du développement aussi économique. On voit bien qu'il y a tout un tas de zones économiques. Moi, je parle de la ville que je connais sur Saint-Étienne, dans la vallée du Gier. Il y a énormément de zones industrielles vides. Il n'empêche qu'on continue de faire des zones industrielles ailleurs. Et quand on dit qu'il y a du terrain qui revient à l'agriculture dans les zones de PLU, par exemple, il y a une commune, moi ma commune Saint-Genélaire, a décidé il y a quelques années de remettre 80 hectares de la zone urbaine à la zone agricole. Ben, ça ne veut pas dire qu'on a rasé des maisons, enlevé du goudron pour mettre de la terre. C'est simplement qu'on a consommé un peu moins que prévu. Et là, il va vraiment falloir que les élus, dans le cadre des SCOT, dans le cadre des intercommunalités, se posent la question de la place qu'on doit laisser au développement agricole. Alors parlons aussi des jeunes. Je demanderai à François Purseigle qui sont ces étudiants. Les jeunes que vous côtoyez, qui sont-ils ? Les jeunes qui s'installent en agriculture. Tout à fait. Ce sont essentiellement des enfants d'agriculteurs, comme l'a dit François Purseigle, 80% et 20% de hors-cadres familiaux qui viennent, alors souvent qui ont une attache agricole qui est éloignée, un oncle, une tante ou un grand-père qui ont vécu en ville. Et on voit un certain nombre de retours à la terre aujourd'hui, d'un certain nombre de citadins qui ont déjà développé une vie professionnelle en ville et puis arrivés dans la quarantaine disent est-ce que c'est la seule vie que je vais offrir à mes enfants et qui décident de retourner à la terre. Donc ils sont assez différents. Ils sont beaucoup plus formés. Tous les agriculteurs qu'on installe ont un niveau de formation plus élevé. Par contre, il faut qu'on leur donne les cartes pour faire le bon choix dans leur métier de demain. Et on est en train de réfléchir à un certain nombre d'agriculteurs au niveau de la région à aller voir le président de la région Wauquiez en lui disant face à la crise, on souhaiterait que tu nous aides sur un sujet, c'est de financer gratuitement pendant plusieurs années, peut-être 2-3 ans, un suivi économique et technique des exploitations qui prennent un diagnostic d'exploitation, point fort, point faible, et qui permettent 2-3 pistes d'évolution pour l'agriculteur et qui lui donnent toutes les cartes en tant que chef d'exploitation pour faire les bons choix. Et c'est un peu ça qui est nouveau. On a un système qui se développe plus à la carte, mais il faut que l'agriculteur soit informé pour faire les bons choix sur son exploitation. François Purseigle, 45 secondes pour conclure, c'est à vous. Qui sont ces jeunes ? Est-ce qu'il y a de l'espoir chez les jeunes qui s'installent ? Ah mais bien entendu, mais je pense que les jeunes réinventent constamment les métiers de l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'ils portent des projets très différents. Il n'y a pas un jeune agriculteur, il y a des jeunes agriculteurs, tout comme il y a des marchés, il y a des entreprises. Et je pense que les jeunes n'ont pas envie de s'entendre dire ce qu'il faut faire. Ils inventent aujourd'hui, seuls et en collectif, de nouvelles façons de penser la production, de nouvelles façons de commercialiser. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'espoir dans ce milieu. Il ne faut pas oublier aussi que l'agriculture est un des métiers les plus désirés. Quand vous posez la question à des Français, quel métier souhaiteriez-vous exercer dans le cas d'une seconde activité, dans le cas d'une seconde vie, eh bien, ils répondent très souvent, embrasser le métier d'agriculteur. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à Jean Perrier d'avoir interviewé d'autres interlocuteurs sur ce salon. Merci à toutes les équipes de France Télévisions qui m'ont aidé et qui m'ont permis de vous proposer cette émission. Merci aux agriculteurs auvergnats et rhône-alpins qui nous ont proposé leurs produits. Vous retrouvez vos programmes habituels sur vos 3 antennes, Auvergne, Rhône-Alpes et Alpes. Bon après-midi à tous. À bientôt.